Blanchefleur, la plus jeune sœur du roi Marc de Cornouailles, mourut en mettant un fils au monde. Son mari, Rivalan, fils du roi de Lounois, prénomma l'enfant Tristan, en souvenir des heures malheureuses de sa naissance. Puis, il le fit élever par Rouault le Foitenant, fidèle maréchal de sa cour, et par un écuyer de confiance, Gorneval. 15 ans plus tard, Rivalan perdit la vie dans une embuscade tendue par son voisin. Aussi, pour soustraire Tristan à la néfaste ambition de tels ennemis, Rouault le Foitenant décida de le conduire auprès de son oncle, le roi Marc. Tristan et son oncle ne s'étaient jamais vus, et le jeune garçon désirait gagner le cœur du roi Marc par ses qualités et non par son titre de neveu. Il se présenta donc au château de Tintagel, vêtu tel un chanteur ambulant, une harpe suspendue à l'épaule. Il eut au fait de charmer son oncle, qui le garda auprès de lui, ravi de la compagnie de cet aimable musicien. Entrant un jour dans la grande salle du palais, Tristan fut frappé de la profonde tristesse qui y régnait. Les femmes pleuraient, les hommes eux-mêmes retenaient avec peine leurs larmes. Debout devant le roi, un géant attendait, l'œil méchant et la mine résolue. C'était le guerrier Morholt, beau-frère du roi d'Irlande. Il venait réclamer un tribut de 300 jeunes gens et de 300 jeunes filles que le roi Marc devait livrer à la suite d'une guerre malheureuse. Seul le champion qui réussirait à vaincre le Morholt pourrait abolir ce cruel traité. Mais personne n'avait jamais osé défier le géant. Courageusement, Tristan demanda à combattre le Morholt. Il dut alors révéler son identité à son oncle, car le champion devait descendre d'un noble lignage. Dans le même instant, le roi Marc éprouva une grande joie, celle de retrouver son neveu, et une poignante crainte, celle de le perdre à tout jamais. Le combat se déroula sans témoin sur l'île de Saint-Samson, au large de Tintagel. Armés chacun d'un épieu à la pointe acérée, les deux combattants se ruèrent l'un sur l'autre. Tristan ne put éviter l'arme de son adversaire qui lui transperça la cuisse, mais il eut plus de chance à l'épée et lui planta la pointe de la lame dans le crâne. Mortellement atteint, le géant s'écroula et un éclat de métal resta dans sa blessure. Tristan n'eut que la force de revenir à Tintagel où il s'effondra, tandis que tous les habitants s'étaient réunis pour fêter son exploit. Couché sur un lit, le héros se tordait de douleur, le corps enflé et noirci, car le Morholt avait empoisonné la pointe de son épieu, et le produit mortel faisait son œuvre. Quand il comprit que les médecins ne pouvaient rien pour lui, Tristan dit adieu à son oncle, et demanda à être livré aux caprices des courants marins, dans une barque sans voile ni rame. Il espérait, comme le contaient certaines légendes, aborder une terre où des fées le guériraient. Il n'emporta que sa harpe, dont il jouait lorsque la douleur devenait intolérable. Il dériva plusieurs jours, puis échoua sur une plage où des pêcheurs le trouvèrent et le transportèrent au palais voisin, car la reine connaissait les secrets des plantes et savait fabriquer des remèdes magiques. Mais quand il apprit qu'il était en Irlande, Tristan craignit la vengeance de cette femme, dont il avait tué le frère, le Morholt. C'est pourquoi la maladie l'ayant défiguré, il se présenta sous le nom de Tantris, jongleur et musicien, victime d'un naufrage en mer. La reine avait une fille, blonde aux cheveux d'or, la belle et douce Iseult, qui prodigua au jeune médecin les soins les plus attentifs. Et quand il fut guéri, Tristan lui apprit des chants de son pays. Mais bientôt il décida de retourner en Cornouailles, craignant que les amis du Morholt ne finissent par le reconnaître. Le roi Marc fut si heureux de retrouver son neveu qu'il le présenta à tous comme son successeur, et suscita la jalousie de certains barons. Ceux-ci poussèrent alors le roi à se marier pour avoir un héritier direct. Tristan se joignit à leurs prières, car il craignait de passer pour un ambitieux. Le roi Marc était bien ennuyé, car il ne souhaitait pas vraiment prendre femme, mais il dut obéir à ces barons qui menacèrent de l'abandonner. Le jour vint où il lui fallut donner une réponse. Au moment où les barons entraient dans la grande salle, deux hirondelles venant de la mer se glissèrent par une ouverture et déposèrent sur l'épaule du roi un long cheveu blond comme l'or. Alors Marc annonça qu'il ne prendrait pour épouse que la femme à qui appartenait ce cheveu. Il pensait gagner du temps, mais Tristan se souvint de la princesse d'Irlande, la blonde Iseult aux cheveux d'or. Il se mit aussitôt en route pour aller la chercher.
Un dragon cruel terrorisait les habitants du petit port irlandais de Westford, où Tristan et ses compagnons jetèrent l'ancre, déguisés en marchands pour ne pas être reconnus. Or, le roi Gormont avait promis de donner sa fille Iseult en mariage au chevalier qui tuerait ce monstre. Sans rien dire, Tristan partit seul à la rencontre de la dangereuse créature. Après une victoire difficile, il coupa la langue du dragon et la glissa dans sa chaussure comme preuve de son exploit. Sur le chemin du retour, il s'écroula sans force. Au contact de sa peau, un poison contenu dans la langue du dragon s'était répandu dans son sang. Passant par là, le sénéchal du roi Gormont trouva le cadavre du monstre. Il en trancha la tête, galopa vers le palais et réclama la main de la princesse Iseult, qu'il courtisait depuis longtemps. Celle-ci, qui ne voulait pas du sénéchal pour mari, flaira une supercherie. Elle se rendit avec sa mère sur le lieu du combat et y découvrit Tristan inanimé. Sans le reconnaître, les deux femmes le ramenèrent au palais où elles le soignèrent plusieurs jours. Mais en nettoyant l'épée de Tristan, Iseult vit que la lame en était ébréchée. Prise d'un doute, elle sortit du coffret où il était gardé comme une relique le morceau de métal extrait du crâne du mort Holt. Il s'adaptait parfaitement à la lame. Tristan était le meurtrier de son oncle, mais lui seul pouvait prouver l'imposture du sénéchal. Sur le conseil de sa mère, Iseult accepta donc d'épargner Tristan. Quand Iseult apprit que Tristan la demandait en mariage pour son oncle, elle fut vexée et sombra dans une profonde mélancolie. Aussi, la reine qui souhaitait que sa fille soit heureuse auprès du roi Marc, confia-t-elle à une servante un breuvage magique que les époux devaient boire ensemble le jour des noces. Ce vin préparé à base d'herbes devait les unir d'un amour si profond qu'ils ne pourraient pas survivre à une semaine de séparation. Au cours de la traversée, Tristan venait souvent s'asseoir auprès d'Iseult et tentait de la consoler. Un jour de forte chaleur, ils burent ensemble pour se désaltérer le filtre préparé par la reine et malencontreusement versé dans leur coupe par la servante. Désormais, rien ne pourrait plus les séparer. Tristan n'osa pas dévoiler la vérité à son oncle, et le mariage convenu fut célébré. Mais chaque jour, il rencontrait secrètement Iseult dans un jardin attenant au palais, auprès d'une fontaine ombragée. Parfois, il la rejoignait dans la chambre des femmes, prenant d'infinies précautions pour ne pas être découvert. Or, les barons ne cessaient de l'espionner et alertèrent le roi Marc. Quand celui-ci surprit les deux amants ensemble, il ordonna qu'ils soient brûlés aussitôt sans jugement. Sur le chemin qui menait au bûcher, une foule attristée se pressait. Passant devant une chapelle construite au bord de la falaise, Tristan voulut aller y prier. Comme ses gardiens lui avaient délié les mains, il réussit à leur échapper et se précipita dans le vide. Sauvé par une pierre qui dépassait de la paroi et où il atterrit miraculeusement, il sauta sur la plage et s'enfuit. Plus loin l'attendait Gorneval, son écuyer, qui lui donna ses armes et son cheval. Alors Tristan put aller délivrer Iseult. Pendant 3 ans, ils vécurent cachés dans une forêt. Tristan avait fabriqué un arc avec lequel il ne manquait jamais sa proie, et Gorneval avait construit une hutte de branchage. Un jour, un petit chien les rejoignit. C'était Usdan, qui avait retrouvé son maître Tristan. Usdan avait appris à chasser à la muette, pour ne pas trahir leur présence. Pourtant, le roi Marc découvrit leur retraite. Il trouva Tristan et Iseult endormis à l'abri de leur pauvre hutte. Il eut pitié de leur corps amaigri, à peine cachés par des haillons. Il fit alors savoir qu'il était prêt à accueillir Iseult à la cour. Mais Tristan devait s'éloigner dans un autre pays. Depuis peu, le filtre avait cessé d'agir. Pourtant, Tristan et Iseult s'aimaient toujours autant. Le jeune chevalier essaya de rester caché auprès d'Iseult, mais les espions le traquaient. Il s'embarqua finalement pour l'Armorique. En Petite-Bretagne, Tristan se mit au service du roi Hoel et devint l'ami de son fils, le chevalier Caerdin. Le temps passa et Tristan pensa qu'il oublierait peut-être Iseult en prenant femme. Il épousa la sœur de Caerdin, qui se prénommait elle aussi Iseult, et que l'on surnommait Iseult aux blanches mains. Mais le souvenir de la blonde Iseult ne quitta pas Tristan, si bien que sa femme et même son beau-frère s'aperçurent que son cœur était déjà pris. Un jour, Tristan fut grièvement blessé par le nain Béladis, dont Caerdin courtisait secrètement l'épouse.
Il envoya alors son beau-frère chercher Iseult la Blonde hors Cornouailles car elle seule pouvait le sauver. Pour guetter le navire, le blessé se faisait porter chaque jour sur la plage. Il était convenu que Kaerdin hisserait une voile blanche si Iseult était à bord, une voile noire dans le cas contraire. Mais Iseult au Blanchemin avait surpris leur conversation. Folle de jalousie, elle fit croire à Tristan devenu trop faible pour regarder l'horizon qu'une voile noire était en vue. Aussitôt, Tristan se crut abandonné par son amante et mourut de chagrin. Quand Iseult la Blonde vit le corps de Tristan, elle s'effondra et rendit à son tour le dernier soupir. Les deux amants furent enterrés côte à côte. Le roi Marc fit planter un rosier sauvage sur la tombe d'Iseult, un cep de vigne sur celle de Tristan. En grandissant, les deux plantes s'enroulèrent l'une à l'autre, comme pour signifier aux hommes que l'amour est plus fort que la mort.